Donc le précédent cours, on a vu, on a fait un rappel physiologique sur les comportements liquidaires de l'organisme, si vous vous rappelez. On a vu ensemble le mouvement de l'eau dans l'organisme, n'est-ce pas? Très bien. On a vu ensemble le bilan de l'eau du sodium. Et on a vu ensemble l'état d'hydratation. Et on avait commencé les troubles d'hydratation. On va commencer par quoi? Extracellulaire. Par la déshydratation extracellulaire. Donc on va continuer. Et donc, on a vu la déshydratation extracellulaire, on a vu son traitement. Maintenant, on va passer à la déshydratation intracellulaire. Alors, très bien. Je pense que vous avez compris que pour comprendre ces troubles des l'hémogénésie intérieure, il faut comprendre la physiologie. Vous êtes d'accord? Si on ne comprend pas cette physiologie, on n'a rien compris. D'accord? Et je pense que la dernière fois, on a bien discuté en physiologie. On a essayé de faire passer le message de manière très explicite pour que vous compreniez l'état d'hydratation à l'état physiologique. On a vu la déshydratation extracellulaire. Maintenant, on a la déshydratation intracellulaire. La définition d'une déshydratation intracellulaire, c'est un déficit hydrique. Déficit hydrique qui est dû à la perte d'eau libre, mais aussi parfois à un défaut d'apport hydrique. Alors, quelles sont les causes? On peut avoir la perte d'eau libre ou isolée quand on a une perte d'un liquide photonique et il y a une concentration de sodium qui est inférieure au plasma. Ça, c'est la perte d'eau libre ou isolée. Elle peut être de cause rénale ou extra-rénale, comme la dernière fois. D'accord? Alors, quand c'est rénal, quand on a une déshydratation intracellulaire qui est causée par le rein, ça veut dire que le rein n'arrive plus à concentrer l'urine. Donc, on a ce qu'on appelle un trouble de la concentration urinaire et on va aboutir à ce qu'on appelle une polyurie très importante, pouvant aller jusqu'à 3 litres une fois par jour. D'accord? Et on aura une osmolalité urinaire surplasmatique qui est basse, inférieure à 1. Dans quel cas on peut avoir cette situation? Dans quel cas on peut avoir un trouble de la concentration urinaire? Diabète. La DH, c'est bien. Oui. Donc, diabète insipide, Et soit lépogénique, soit central. D'accord? Oui. Quand c'est central, c'est l'absence carrément l'ADH au niveau urinaire. D'accord? Par contre, quand c'est au niveau rénal, ça veut dire qu'en fait, les récepteurs qui sont au niveau du rein ne répondent plus à l'ADH. D'accord? Mais dans deux cas, on va aboutir à un diabète, à une polyurie très importante qui va aboutir à une déshydratation intracellulaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Professeur, rénal, c'est causé par les néphropathies. Comment? Rénal, c'est causé par les néphropathies. Est-ce que? Les néphropathies. Oui. Rénal. Oui. C'est les néphropathies. Non, c'est un diabète insipide. Ok. Un diabète insipide peut être central. Imagine-toi une tumeur du cerveau ou hypophysaire. Elle peut aboutir à un diabète insipide. D'accord? Ou certaines pathologies rénales. Où il y a un tel carrément de ces canaux ou ces récepteurs à la neige. On va en parler. Donc, la cause rénale, c'est clair pour vous. Maintenant, la cause extra-rénale. Dans ces cas, on a un fonctionnement rénal qui est normal. D'accord? Et on n'a pas de polyurie. Et si on calcule l'osmolalité urinaire surplasmatique,
elle est supérieure à 1. D'accord? Par contre, on peut avoir des symptômes chez les patients qui ont des polypnées, qui sont polypnéiques et qui ont des hyperventilations prolongées pulmonaires. Vous voyez ces patients? Ces patients, ou bien si on a des sueurs profuses, on a des pertes d'eau importantes au niveau cutané, quand il fait très chaud et que vous mettez au soleil. Ou bien chez des patients qui ont des diarrhées, parfois très pauvres en sodium. Dans ces 3 cas, on peut avoir une déshydratation intracellulaire. Je vais dire le nom. Oui. Les polypnées, une hyperventilation prolongée pulmonaire peut aboutir à une déshydratation intracellulaire. Par perte d'eau. En fait, il y a l'eau qui sort du milieu intra vers le milieu extracellulaire. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre la physiologie. On a parlé de la présence. Professeur, ces diarrhées sont diarrhées aiguës. Les diarrhées sont des diarrhées aiguës. Comment? Des diarrhées aiguës. Aiguës, bien sûr. Donc, soit on avait dit tout à l'heure, soit un déficit hydrique, soit maintenant, il y a une possibilité autre, c'est un défaut d'apport hydrique. Ça veut dire que la soif n'est pas ressentie ou non exprimée et où le patient n'a pas accès à l'eau. Par exemple, chez les personnes âgées, en France, il y a ce qu'on appelle la canicule. Oui, vous en avez parlé? chaleur. La canicule, c'est une période très chaude là-bas. Et comme ils ont beaucoup de personnes âgées, beaucoup plus que nous ici, ils se déshydratent. Oui, je pense que... Pourquoi? Parce qu'ils ne boivent pas d'eau, parce qu'ils n'ont pas soif. Plus on prend de l'âge, plus ils ont la soif sur la tête. Nos grands-pères n'ont pas soif. C'est pour ça qu'il faut les stimuler à boire quand on est âgé. Parce qu'on n'a pas soif. La soif, c'est quoi? C'est une réaction normale physiologique qui veut dire au corps, attention, il y a le manque d'eau. Mais si le corps ne réagit pas comme il faut, donc on risque de se mettre en déshydratation. Et ça, c'est un défaut d'apport hydrique. Ou bien chez les patients qui n'ont pas accès à l'eau, le patient qui va jeter dans les déserts pendant 48 heures, 12 heures sans boire de l'eau, il peut aussi avoir ces problèmes. Donc, dans le cas où on peut avoir un trouble de la vigilance, un AVC, c'est des patients qui ont en post-opératoire, c'est des patients qui sont en réanimation, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, ou bien parfois une lésion hypothalamique, ça veut dire du centre de la soif, ça veut dire des osmorécepteurs. C'est quoi les osmorécepteurs? Vous l'avez fait en sémiologie. L'osmolarité. Les osmorécepteurs, c'est qu'ils vont ressentir le manque d'eau dans le corps, qui va vous pousser à avoir soif et boire. C'est clair? Oui. Donc, soit un déficit hydrique, soit un défaut d'apport hydrique. Alors, quelles sont les conséquences? On a vu les causes de ça. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une déshydratation intracellulaire? Moi, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il faut bien différencier entre une déshydratation extracellulaire et une déshydratation intracellulaire. Alors, quand on a une déshydratation extracellulaire, on a une hyperosmolarité. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez? On a une osmolarité qui est supérieure à 300 milliosmoles par kilo. Vous vous rappelez? Et donc, ça veut dire que la natrémie va être supérieure à 145 mètres par litre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un mouvement compensatoire. L'eau va des cellules vers le secteur extracellulaire. Là, c'est clair. Et donc, c'est va entraîner quoi? Une contraction du secteur intracellulaire. Et ça va aboutir à une osmolarité extracellulaire élevée, une libération de l'ADH qui va stimuler la sensation de soif. Mais il y a un élément important que je veux que vous sachiez, c'est que la déshydratation extracellulaire est égale à l'hypernatrémie. Oui. À l'hypernatrémie. Professeur, c'est pas l'intracellulaire.
La déshydratation intracellulaire égale à l'hypernatrémie. Ok. Ok. C'est clair. Vous voyez bien qu'en cas d'hypernatrémie, quand votre bilan biologique, vous le voyez, vous avez une natrémie qui est à 150. Oui. Déshydratation intracellulaire. Non, intracellulaire. Oui. Oui, voilà. Déshydratation intracellulaire. D'accord? Donc la natrémie reflète l'eau du milieu intracellulaire. Oui, oui. Oui. Elle ne reflète pas le sodium. Oui, oui. La natrémie, gardez ça en tête, elle reflète l'eau du milieu intracellulaire. On a parlé d'examen clinique. On a dit que quand c'est extracellulaire, on peut cliniquement savoir si le patient est déshydraté ou pas extracellulaire, n'est-ce pas? Oui. Mais quand c'est intracellulaire, c'est compliqué. En général, c'est au niveau biologique qu'on va savoir. Oui. C'est en voyant une natrémie qui est élevée. C'est clair? Professeur, la déshydratation intracellulaire libère l'ADH donc. Là, Et stimule la libération de l'ADH. la déshydratation intracellulaire. Ok. C'est pour ça qu'un des symptômes qu'on peut avoir cliniquement quand on a une hypernatrémie, c'est la soif. Oui, oui, oui. Oui, oui. Contraction, ça veut dire qu'en fait, que quand vous prenez un sac d'eau, qui est rempli d'eau, et que vous la videz, qu'est-ce qui va se passer? Contracte. Se contracte. Tita. Et donc, le diagnostic clinique, c'est quoi? C'est une perte de poids, vous direz. C'est une soif intense, comme je vous ai expliqué, d'accord? En théorie. Car bien souvent, elle n'est ni ressentie, ni exprimée. Ça veut dire qu'on peut avoir, en général, une soif quand il y a une hypernatrémie, ou des attaques intracellulaires, mais elle n'est pas souvent présente. On va avoir des muqueuses sèches, surtout au niveau de la face antérieure de la langue. On va avoir des troubles neurologiques, c'est normal. Vous avez un sac d'eau qui est rempli d'eau. Vous la videz d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer? La contraction va se... C'est le cerveau. Donc il va se contracter et ça va créer des troubles neurologiques. On va parler d'abord. Oui. On peut avoir des hématomes sous-uraux, on peut avoir des thrombophlébites ou des compulsions, on peut avoir une fièvre centrale. Là, c'est aussi un signe. En cas de déshydratation intracellulaire sévère, on peut avoir une fièvre non infectieuse d'origine centrale. Et on peut avoir un syndrome pyramidal. D'accord? Chez ces patients, comme je vous ai expliqué, il faut savoir qu'en fait, il faut comprendre quelque chose de manière terre à terre. Quand on vous dit déshydratation extracellulaire, en fait, les cellules, c'est quoi? C'est des millions de cellules dans votre corps. C'est au niveau intestinal, au niveau du cerveau. Donc, s'il y a des impacts au niveau des cellules, ça joue surtout sur le cerveau, sur le niveau neurologique, et parfois des troubles intestinaux. D'accord? Comment? Unilatéral. Un syndrome pyramidal. C'est un syndrome pyramidal qu'on peut avoir. On peut avoir des conséquences neurologiques. Professeur, on peut avoir la langue empruntée par les dents. Il faut que vous gardiez ce que vous besoin. Ok. Ces signes que je vous ai donnés, il faut les garder. Ok. Mais les signes cliniques d'une déshydratation intracellulaire est pauvre. Très pauvre. Diagnostic et surtout biologique. Donc, diagnostic biologique, natrémie, on a dit supérieur à 145 millimoles par litre. On aura. Eh bien, si vous avez une natrémie élevée, vous avez calculé votre osmolarité. Oui. Pas. Oui. Vous êtes sûr que c'est une vraie. Natrémie. Voilà. Oui. Vous rappelez les natrémies qu'on a? Oui. Donc, c'est très important de savoir. Oui. Si on a une osmolarité supérieure à 300 milliosmoles, je suis devant une vraie. D'où l'importance de rappeler des bactéries que vous avez. Oui, professeur. Regardez la glycémie. NA Cette calculé. formule permet de corriger cette natrémie. Chez un patient qui a un diabète décompensé,
qui a une glycémie très élevée, faites attention, on peut avoir parfois une glycémie faussement normale. Oui. Vous vous rappelez? Oui, professeur. Oui. Dès qu'il y a règle. Et donc le traitement. Le traitement, elle est basée sur la réduction de perte hydrique et de compenser les pertes hydriques, n'est-ce pas? Alors, si on a une cause, si c'est un diabète insipide par exemple, d'origine centrale, il faut traiter la cause. Vous êtes d'accord? Toute pathologie, avant de traiter les troubles métaboliques, il faut chercher la cause. S'il y a une cause, il faut traiter la cause, d'accord? Il faut garantir un libre accès à l'eau. Pourquoi on dit à l'eau? Parce qu'en fait, l'eau, c'est une soluté hypotonique. Pourquoi on demande aux patients qu'il y a une déshydratation intracellulaire de l'eau et pas de sodium? Parce qu'il traverse vers la cellule, il rentre dans la cellule. Par contre, l'isotonique et l'hypertonique. Est-ce que s'il y avait des agents extracellulaires, ça allait donner de l'eau? Non, non. Eh bien. Non. On donne de glucose. Eh bien. Parce que l'eau est une soluté hypotonique. Oui. Elle a une diffusion intracellulaire. Alors que l'apport de sodium a une diffusion extracellulaire, que ce soit une soluté isotonique ou hypertonique. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Très bien. Et donc, si c'est un patient qui a un diabète insipide, il y a parfois un traitement à base d'ADH, qu'on appelle le minérin, qu'on peut donner aux patients aussi, pour apporter l'ADH quand il y a un diabète insipide. D'accord? Et puis, il y a on va agir sur les sites au niveau collecteur pour réabsorber un peu plus l'ADH. Mais le traitement réel, c'est l'accessibilité à l'eau. À l'eau plate. Pas l'eau gazeuse, l'eau plate. L'eau plate. L'eau pile. La compensation du stérile est égale à la perte de poids. D'accord? Alors, soit un patient où on peut passer par voie entérale possible, c'est-à-dire voie orale ou soins de gastrique. Vous savez qu'il y a des patients qui sont en réanimation, qui font des hyperglycémies sévères, ou un patient qui fait un AVC, d'accord? Où il n'a pas accès à l'eau, c'est pas voir. On peut mettre son gastrique et passer de l'eau plate, 35-30 cc, remplir avec de l'eau plate, et c'est un bon traitement pour les maladies. Ou parentéral. Alors, parentéral. Qu'est-ce qu'on va passer par la parentéral? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il est hypotonique. Okay. Parce que le glucosé est un soluté hypotonique. L'idéal, c'est un glucosé à 2,5%. C'est que nous, on n'a pas ici en Italie. À 2,5%, on fait 5%. Ou bien une NaCl très pauvre à 0,45% que nous, on n'a pas ici. Mais gardez 5% de glucose. D'accord? Un soluté hypotonique qui aura une diffusion intracellulaire. Professeur. 2,5 c'est Alors, quel est le truc à apporter? Le pourcentage de Si c'est une attribut très sévère, parentéral. Comment? On va continuer. On suit la connexion. Non? Comment? NaCl. Pas de NaCl, c'est glucosé. sérum salé. J'ai vu un NaCl de 0,45%. C'est un soluté qui est très pauvre en sel. Mais l'idéal, c'est glucosé. D'accord? On dit ces critères. D'accord? Glucosé. Ou l'eau plate. Okay? Maintenant, nous, on va corriger un déficit intracellulaire. N'est-ce pas? L'eau
va prendre l'eau corporelle. Vous vous rappelez comment calculer l'eau corporelle? Oui. Eh bien, Oui. l'eau corporelle fois le sodium actuel, moins 140, 140. Vous êtes interne en urgence, vous avez un patient qui arrive chez vous, il y a une intervention intracellulaire, on va vous dire, allez docteur, vous allez traiter votre patient, vous allez vous asseoir, vous allez calculer. Actuel, c'est sur le bilan que vous avez, si c'est 150, 149. D'accord? Et vous allez avoir un chiffre. Si c'est une hypernatrhémie chronique, ça veut dire une natrhémie qui traîne plusieurs jours, il faut une correction lente sur 48 heures. Avec une baisse de natrhémie à ne pas dépasser 0,5 à 1 millimol par litre par heure. Pourquoi? Exactement. Non, le contraire. Vous avez une cellule qui est vide. Vous allez le remplir rapidement. C'est une complication grave. Surtout au niveau cérébral. Oui. Donc, correction là. Par contre, quand c'est une déshydratation intracellulaire aiguë, ça veut dire que depuis juste récent, dans ce cas, c'est rapide, avec une baisse de 1 à 2 mois par an. La correction rapide. Alors ici, en fait, les osmolytes qui créent une compensation de milieu extracellulaire s'adaptent. Quand c'est une hypernatrhémie aiguë, ça veut dire l'installation récente, elle se forme rapidement. Quand c'est une déshydratation intracellulaire qui est chronique, on donne le temps que les osmolytes bougent, ça prend du temps. Donc le risque, c'est que ça peut avoir une conséquence cérébrale. Exactement. C'est pas une centre continu. On va voir que c'est différent. Ah, et moi, les amis, si vous parlez, monsieur, qu'est-ce qu'elle a dit? Très bien. À la seringue électrique. Seringue À la seringue électrique. Seringue électrique. Non, c'est du G5. Imaginez dans ce cas que vous corrigez par rapport à la thérapie. À la seringue électrique. Vous allez calculer, machine, vous mettez cette correction. Et elle va le respecter. Différent de l'autre. Quand c'est par rapport à oral, c'est différent. Oui. Ça va? L'eau corporelle. La parole. 60% du corps. Comment? Exactement. Bon. Témoin. Alors moi, je ne vois rien du tout. Donc, l'hypernatrhémie veut dire quoi? Donc, quand on a une hypernatrhémie, chez un patient, il est la première des choses qu'il faut faire, il faut évaluer l'extracellulaire, pas la clinique. Donc, vous allez être en biologie, le patient a une hypernatrhémie, je vais le toucher, je vais l'examiner, voir comment il est au niveau extracellulaire. Alors, soit il a un secteur extracellulaire uniquement normal. Dans ce cas, on part de perte d'eau pure. Donc, si c'est une déshydratation intracellulaire,
Dans ces cas, il y a deux possibilités. Soit des pertes qui sont d'origine rénale, donc on aura une polyurie, vous vous rappelez, avec une durée importante hypotonique, il y a un dépôt de concentration d'urine, vous vous rappelez. Et donc dans ces cas, soit un déficit en ADH, diabète réciproque central, diabète réciproque chronique. Est-ce que c'est clair? D'accord? Très bien. Deuxième possibilité. Perte extrarénale. Dans ces cas, on a des urines parfois qui sont peu hypertoniques. On a une perte pulmonaire. Vous vous rappelez? On a une parfois. Très bien. Les pertes pulmonaires qui peuvent être responsables. Soit, dans le deuxième cas, ça c'est intéressant. Là, vous avez une déshydratation. Votre patient, l'examen clinique, a une déshydratation extracellulaire. C'est quoi là? Oui, c'est une déshydratation globale. Et donc, on va aller au cours précédent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va rechercher la cause. Soit des pertes extrarénales, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Diarrhée, chaleur, déficit cardio, soit la naturelle de la rein, perte rénale, l'urètre squelettique. Vous vous rappelez, non? Le bêta obstacle. Ça, c'est le troisième cas de figure. C'est quoi? Hein? Pénétration. Extrarénale. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je reviens à vous dire la même chose. C'est quand on a une déshydratation intracellulaire, ou hyper les intracellulaires, il faut toujours examiner le secteur extracellulaire. Votre prise en charge dépendra de ça. Si vous avez une déshydratation intracellulaire pure ou isolée, c'est facile. Le problème, c'est que si vous avez une déshydratation intracellulaire, global, c'est en vert. Ou si vous avez une déshydratation intracellulaire associée à une hyperhydratation extracellulaire. Et ça veut dire que le patient, il a des édèmes, n'est-ce pas? Ou en hypertonie, des hypertensions artérielles, d'accord? Comment? Déshydratation? Il y a une question. Elle dit, n'est-ce pas, j'ai dit qu'en cas de déshydratation, on n'en donne pas de l'eau. Alors qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un patient qui a une hypernatremie avec une déshydratation extracellulaire? Je donne les deux. Je donne les deux parce que vous allez mettre un soluté qui aura une diffusion intra et un soluté qui a une diffusion extra. Soit en Y, soit vous essayez de traiter la première qui est la plus parentique. D'accord? Mais la pression de deux est obligatoire pour qu'on puisse avoir l'équilibre entre les comportements. D'accord? Oui. Elle demande est-ce que si on a un patient qui a une déshydratation extracellulaire avec une hypertonique, est-ce que vous allez donner une soluté hypertonique? Hypotonique, mais il y a une déshydratation extracellulaire. Je préfère qu'on dise isotonique. Parce que l'hypertonique, elle va très rapidement créer un phénomène osmotiquement actif, rapide, qui va aggraver l'hypertonique. Donc dans ces cas, il faut commencer par l'hypotonique. Corriger les milieux intracellulaires et puis après je compense pour traiter les déficits hydriques extracellulaires.
global. On a une perte d'eau et de sel. Bien sûr, vous avez la perte d'eau. Donc il faut compenser les deux. On va voir des stations globales. D'accord? On va commencer par le global. Global, c'est une perte d'eau de sodium, avec perte d'eau, on a dit, supérieure. La question que vous avez posée. Elle est supérieure à la perte de sodium. Ce qui entraîne la contraction des secteurs intra- et extracellulaires. D'accord? Et les causes, c'est ça, c'est la pure, c'est la même chose, ça ne change pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la perte d'eau ici va entraîner une déshydratation intracellulaire et la perte d'eau de sodium va entraîner la déshydratation extracellulaire qui va aboutir au global. Est-ce que c'est clair? Et donc, peut-être qu'on va voir la biologie. À la biologie, on va avoir une neuroconcentration, on va avoir des globules rouges qui sont très élevés et on va avoir une natrémie qui est élevée. L'hémoconcentration reflète quoi? L'hématocrite. L'extracellulaire. L'hémoconcentration reflète le secteur vasculaire, extracellulaire. Et l'hypernatémie reflète l'eau dans la cellule. Oui. Oui, oui, c'est clair. Et les traitements, en général, elles ne sont pas d'abord biologiques, mais elles sont automatiques. Il faut compenser le hydrosodé en apportant plus d'eau que des sels. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a plus de perte d'eau que des sels. Donc, vous allez apporter plus d'eau que des sels. Pour le secteur extracellulaire, vous allez apporter des solidité isotonique. Et pour l'intracellulaire, tu vas apporter un apport hydraulique sans sel, du glucose. C'est clair? Oui. Comment ici on a une hypernatémie alors qu'on a une perte de Comment on a des hydratations globales. Comment on a une hypernatémie alors qu'on a une perte de Mais c'est une déshydratation globale. Oui, on a une perte d'eau et de Mais on a une perte d'eau importante au niveau intracellulaire, mais aussi on a aussi une perte de sodium. Bien qu'il y ait plus de perte d'eau que de sel, parce que l'intracellulaire, c'est une perte d'eau, l'extracellulaire, c'est une perte d'eau et de sel. Oui. Alors comment on a vu perte d'eau? Comment on l'a vu? Vous parlez de la cause. Là, vous parlez de la cause. Vous parlez de la cause. La cause, vous allez voir, si c'est une déshydratation, un patient qui est en réanimation, il fait une hyponatémie. Exemple, parce qu'il n'a pas accès à l'eau. D'accord? Et vous ne compensez pas les pertes de ces patients. Quand on vient en réanimation, il faut quand vous avez des stades en réa, il faut calculer les sorties et les entrées. Qui est déjà en réa? Qui est déjà passé en réanimation? Personne n'est déjà passé en réanimation? Jamais. Alors vous allez voir ça au stage. En réa, vous êtes obligé tous les jours de calculer les sorties, les entrées. Les entrées, que ce soit apport, perfusion, alimentaire, et aussi combien il y a de naturels, tous ces cas de il y a l'infirmière qui peut avoir une fiche d'entrée et de sortie. Et c'est ça qui est intéressant. Donc si le patient ne le regarde pas comme il faut, et qu'il se déshydrate pour une bonne situation, alors qu'il a déjà une hypernatémie, ça fait un clinique qui a pas expliqué, d'accord? On fait une clinique, ça fait un peu de comprendre un peu plus, oui. Oui. Plus fort, on n'a pas. Vous avez compris ce qu'il a dit à ce moment-là? C'est possible. Les hydratations intracellulaires. Est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Mais c'est toujours une question. Est-ce que, elle demande, est-ce qu'on peut avoir une déshydratation intracellulaire avec une natrémie normale? Oui. Vous avez oublié, merci, faussement. En cas de diabète décompensé. Non, diabète décompensé, un vrai diabète. Quand la glycémie est très élevée, tu étais là au cours précédent. Tu as assisté à mon cours. Tu te rappelles de la clinique.
Dans la trémie, t'as combien? 145. Mais il y avait une hypertension intracellulaire. Donc c'est une trémie fausse. Mais si on a une vraie, si on a une hyperosmolalité, l'eau sort de la cellule. L'eau sort de la cellule. C'est une question de division entre le compartiment. D'accord? Donc si jamais vous avez une hyperosmolarité, l'eau va sortir et on aura obligatoirement une hyperosmolarité ou une déshydratation. Comment? En dehors du diabète, non. Parfois, en cas de certaines pathologies comme le myélome-multiple, il y a une protéinémie très importante. Mais en général, est-ce que vous avez déjà fait des stages aux urgences? Personne n'a fait des urgences? Est-ce que vous avez déjà vu un tableau de comment hyperosmolaire? Mais comment hyperosmolaire? Oui. Mais comment hyperosmolaire, c'est quoi? C'est une déshydratation. C'est pour ça qu'en fait, c'est différent de l'acidocétose. Dans les comas hyperosmolaires, il faut hydrater les patients avec le soluté hypotonique. Oui. Alors, elle pose la question de potassium. Là, on parle d'écaction et de sodium. On fait le cours de scalabilité. Donc, ne me faites pas des moments pour rien. D'accord? Donc, là, c'est potassium pour le moment. Donc, on va faire les gars cliniques. Et on va discuter. D'accord? Les gars cliniques. Très pratique. Alors, un patient LA de 27 ans. Le patient il a une VIH. Depuis 7 ans, sous trithérapie. C'est clair pour vous? Oui. Hépatite B chronique. Il arrive, il a aussi un syndrome constitutionnel. D'accord? Il a des maladies buccales et il a un syndrome de capacité cutanées. D'accord? Dermato. Et on pose beaucoup la charge virale. On a un CD4 plus à 7 m3 et il charge à 10 000 copies. 20 mm3. Vous avez pas de possibilités, c'est pas pour le VIH. Vous avez fait le VIH? VIH. Vous avez pas le VIH? Non, mais. En virologie. Alors, le patient arrive chez vous, température à 37,5. Tension à 13,7. D'accord? Poids à 75 minutes, 64 kg, alors je disais 62 kg. Gardez bien ça. Perte de 2 kg. Il a un antécédent psychomoteur avec une amnésie anthrograve. Il n'y a pas de déficit moteur. Je crois que son pif. C'est quoi? Tampon spatial. Désorientation, tampon spatial. Le bilan biologique montre une atténuée à 119. Ok, bas. Potassium à 4,3. Chlore à 83. Réserve à 21. Protéine à 60. Urée à 1,1 mmol. Réactine à 38 micromol. Glycémie à 4,9 mmol. Hématocrite à 28. Quelles sont les causes? Là, je pense que j'ai fait les gars. Déshydratation intracellulaire. الحل. D'accord. Là, j'ai commencé par les caractéristiques sur l'hyponatremie. Donc, vous avez mieux compris pour l'hypernatremie. Maintenant,
de la natrémie du pôle du sodium. Inférieur à 135. Inférieur à 135. Diminution du pôle de sodium. Diminution du pôle sodique ou bien une Abaissement. Voilà, abaissement. Hydratation. Hydratation. Une hyperhydratation. Une hyperhydratation intracellulaire. Intracellulaire. Hyperhydratation intracellulaire. Gardez en tête que toute déshydratation intracellulaire est égale à hyperhydratation. Et toute hyperhydratation intracellulaire est égale à hyponatremie. Maintenant, il faut savoir qu'on peut avoir ce qu'on appelle une fausse hyponatrémie. La natrémie là, elle n'est pas n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a deux cas que vous devez savoir. En cas d'hyperlipidémie, si on a un taux de cholestérol très intense, ou on a le taux de protéines qui sont très élevés dans certaines maladies, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une hyponatrémie, mais si on calcule l'osmolarité, normal. elle est normale. Donc c'est une fausse hyponatrémie, parce qu'en fait, ces substances prennent plus de place dans le plasma. Hein? Exactement. Et quel est votre diagnostic? Donc c'est une fausse hyponatrémie. Donc on va avoir ce qu'on appelle une hyperhydratation avec secteur cellulaire normal. Ça c'est chez les patients qui ont une hyperhydratation intracellulaire isolée ou pure. Vous savez ce que c'est un SADH? Sécrétion inappropriée de l'ADH. C'est fort. De l'hormone antidiurétique. Syndrome de Schwarz-Barthel. نعرفوه bien sûr, Schwarz-Barthel. Une encéphalite, une allergie, tout ceci peut apporter à ça. Le traitement, c'est quoi? Hyponatrémie isolée. Restriction hydrique. C'est Restriction hydrique. restriction hydrique. On va rentrer dans le cours. Je vous ai fait des cas cliniques, juste pour que vous ayez une petite idée. On va revenir là-dessus, d'accord? Maintenant, c'est quoi une hyponatrémie? C'est une hyposmolarité plasmatique persistante, qui est égale à hyponatrémie, qui est égale aussi à hyperhydratation intracellulaire. Alors, normalement, le rein devrait empêcher toute hyposmolarité persistante. En faisant quoi? En sécrétant de l'eau amexée, en créant des urines hypotoniques, tuées, d'accord? Avec une tonalité urinaire. Voyez ici, en cas d'hyperhydratation intracellulaire, on aura une hyposmolarité intracellulaire. Il y a trois possibilités. Soit les capacités rénales d'éliminer les reins sont dépassées. Ça peut arriver dans la condition quand les reins n'arrivent plus à éliminer. On peut l'avoir en cas de photomanie. Vous savez ce que c'est la photomanie? Pas beaucoup. Psychiquement. Exactement. Syndrome de l'hiver de bière. Ouais. Le mec qui prend 2 casiers de bière et il le boit en 3 à 4 heures. Voilà. Ou des perfusions abondantes. Ou un patient des cachetiques. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, on a une altération que le rein a un problème. Il y a un problème, il y a un défaut de concentration au niveau urinaire, en cas d'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Ou en cas d'élévation de l'hormone antidiurétique, soit un syndrome élévateur ou l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque. Imaginez un patient, ça c'est psychique, imaginez une personne normale. Vous allez prendre 15 litres, 20 litres d'eau. Oh, 15 litres d'eau que vous allez boire. Normal? c'est impossible. Mais votre cerveau va l'accepter.
Mais le problème, c'est que la reine, ça va dépasser à un moment donné. Ça. Ou bien, un patient qui est là, que vous perfusez, et vous continuez à perfuser. Donc, vous allez faire en sorte qu'à un moment donné, le rein n'a plus à suivre. Donc, le rein n'a plus à suivre le cerveau. Oui. Alors, quels sont les signes cliniques? On va faire quelque chose. Les signes cliniques, c'est d'abord digestif. Quand on a une hyponatremie, je vous ai expliqué qu'au fait que ces cellules sont plus lourdes, n'est-ce pas? Oui. Au niveau cérébral, au niveau digestif aussi, n'est-ce pas? Et donc, au début de l'hyponatrémie, le patient viendra chez vous avec des vomissements incoercibles, d'accord? Parfois des céphalées, des troubles de la vigilance, des crampes musculaires, parfois un coma hyponatrémique. Vous allez le voir. Dès que vous commencez vos stages, vous allez voir des comas hyponatrémiques. Les patients, moi j'ai vu des patients qui mordent leur langue jusqu'à 100. C'est lié à l'hyponatrémie. C'est catastrophique. D'accord? Le crise convulsive, catastrophique. Donc c'est fatal. Ça tue très rapidement. À partir d'un seuil, de la trémie, on a des coupures. C'est comme la trémie, quand elle est passée en France. Donc c'est des complications là, on met la vie complète de l'hôpital. D'où l'importance de traiter rapidement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un patient qui arrive chez vous, vous êtes au surgeon. Quelle est la démarche à l'hôpital? Ça la question, pas. Oui. Hein? Non, avant la question. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pour la clinique, j'ai un patient. Première chose, il faut écarter une fausse dans la clinique. Donc, je vais poser la protéinémie, la lipidémie et la glycémie. S'ils sont normaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Deuxième truc que je vais faire, je vais évaluer l'état, vous vous rappelez, d'hydratation extracellulaire. Et puis, est-ce que l'osmolarité que vous avez été adaptée à l'hypotonicité? Mais il y a un élément qui est très important, c'est l'extracellulaire. Parce que votre traitement sera en fonction de ça. Est-ce que j'ai une hyponatrémie de dépression? Ça veut dire que associé à une déshydratation extracellulaire. Est-ce que j'ai une hyponatrémie de dilution? Ça veut dire que j'ai une hyponatrémie associée à une natrémie, à une extracellulaire normale? Ou est-ce que j'ai une hyponatrémie par inflation hydrosodée? Ça veut dire une hyponatrémie avec une hyperhydratation extracellulaire. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire soit on a un secteur extracellulaire qui est bas, normal, ou élevé. D'accord? Et le traitement dépend de ça. C'est ça votre objectif, c'est de faire sortir l'eau, n'est-ce pas? Et pour qu'elle puisse sortir l'eau, il faut que vous sachiez devant il y a quoi? Il faut que vous sachiez devant il y a quoi? Vous voulez faire sortir l'eau, il faut extracellulaire. Mais l'extracellulaire est comment? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc avant de faire sortir, il faut que je sache au niveau extracellulaire qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai un extracellulaire qui est vide, la place? Ou est-ce que j'ai est-ce que j'ai juste une dilution? Vous savez de quoi on va parler? Hémodilution. Donc j'ai éliminé l'hyponatrémie, le post-hyponatrémie, ok? L'hyperglycémie, de même. On a parlé de la dernière fois de l'hyperglycémie actif. Je vous ai expliqué que chez un patient normal, la glycémie, elle passe ensemble à bouger l'eau, mais quand on a une glycémie, elle peut avoir, comme une hyperglycémie, elle peut aussi entraîner une fausse hyponatrémie. Donc, c'est ça la question. Donc, regardez bien, c'est chez moi. J'ai écarté une fausse hyponatrémie. D'accord? J'ai écarté une natrémie basse, une fausse hyponatrémie, de l'autre côté. On appelle une pseudo-hyponatrémie. J'ai une hyponatrémie ici, j'ai une hypo-osmodalité sanguine, n'est-ce pas?
qu'est-ce que je dois faire? Je vais examiner le milieu extracellulaire. Il y a trois possibilités. Soit j'ai une hyperhydratation extracellulaire, on parle de, notez ça, hyponatrémie par inflation ou grosso. Par inflation. Hyponatrémie par inflation ou grosso. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Soit j'ai un patient qui a une hydratation extracellulaire normale, on parle d'hyponatrémie de dilution. Notez ça. D'accord? Soit j'ai une troisième possibilité, elle est associée à une déshydratation extracellulaire, on parle d'hyponatrémie de déplétion. C'est clair ou pas? Quelles sont les causes? L'hyperhydratation extracellulaire associée à une hyperhydratation intracellulaire. Vous voir? On a une hyperhydratation globale. Dans la cellule, et en gros, quels sont les causes? C'est les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Bon, il y a des délais. Il peut avoir une hyponatrémie avec un secteur extracellulaire aussi élevé. En cas de cirrhose décompensée, assez importante, des gros éteintes, d'objets hépatiques, la même chose. On va avoir une hyponatrémie par inflation de gros. Syndrome nephrotique, c'est le projet court. C'est très intéressant. Un patient qui a un syndrome nephrotique, vous vous rappelez la pression nephrotique des produits au niveau plasmatique, vous vous rappelez la sortie d'eau au niveau interstitium. Donc on aura beaucoup d'eau, et donc on va avoir une perte. On peut avoir une hyponatrémie avec hyperhydratation extracellulaire en cas de syndrome nephrotique. En cas d'insuffisance rénale terminale, j'ai un patient où l'insuffisance rénale est arrivée au stade terminal, au stade 5, avec la dialyse. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être en tension hydrosodée et on va avoir aussi parfois une hyponatrémie associée à une hyperhydratation extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder? Chez les patients qui ont une hyponatrémie par inflation hydrosodée, voilà les causes. J'ai un patient qui a une hyponatrémie de dilution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une hyperhydratation intracellulaire isolée. Le secteur extracellulaire est normal. Et ça peut arriver quand il y a un apport important d'eau, d'accord? Ou bien une insuffisance surrénalienne, une hypothyroïdie. Notez ça. Je n'ai pas mis ici. Une hypothyroïdie, une insuffisance surrénalienne, d'accord? C'est pour ça que quand il y a une hyponatrémie, il faut doser les T3. TSH et les cortisol. D'accord? Tout est lié. La médecine, c'est ça. Et puis, on peut avoir un ACVH qui peut. Dans ces cas, la fonction est normale. D'accord? La troisième possibilité, on va avoir une hyperhydratation intracellulaire associée à une déshydratation extracellulaire. Dans ces cas, c'est quand on met des patients diurétiques à forte dose. Dépression. Diurétiques peuvent s'excéder. Oui. À forte dose. Ou bien, parfois, une néphropathie avec perte de sel, des maladies rénales qui sont liées à l'esthétique sportive, comme la néphroleptise, certaines pathologies congénitales, ou bien quand on a des pertes sodées digestives très importantes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce que je fais devant une hyponatrémie? Je veux une personne correcte. Je l'évalue un peu. Qu'est-ce que vous faites devant l'hyponatrémie? Si c'est fausse ouvrée. Qu'est-ce que vous faites devant l'hyponatrémie? Qui arrive? Oui? Je l'évalue en premièrement. Quelle est votre démarche diagnostique? D'abord, j'élimine la fausse hyponatrémie et j'élimine aussi une pseudo-hyponatrémie. Puis je passe au milieu extracellulaire, l'évaluer, à savoir est-ce qu'il y a une hyperhydratation extracellulaire, ou il y a une milieu normal. Oui, c'est ça. Et donc, vous voyez que la cause dépend de ça.
j'ai insisté sur l'extracellulaire. Parce que les causes sont différentes. Vous allez me dire, oui, pour notre vie, quelle est la cause? Oui, je ne sais pas. Elle dépend de quoi? Du secteur extracellulaire. Vous voyez qu'en fonction du secteur extracellulaire, le cause sont différentes. C'est quand même intéressant. Et ça, c'est de garder une bonne repos, c'est fini. D'accord? C'est clair? Oui. Donc, l'hyponatremie, l'hypoosmolarité, on va revoir le système extracellulaire. Soit elle est normale, donc on parle de rétention d'eau pure. Dans ces cas, ça peut être variable, hypertonique, la CDH, une polyurie, hypotonique, potomanie, perfusion, hypotonique. On a une déshydratation extracellulaire, plus de perfusion de sodium que d'eau. D'accord? Dans ces cas, polyurie, hypertonique, perfusion rénale digestive, la hémorragie sexuelle, ou une polyurie. Perte rénale de l'insuffisance rénalienne. La même chose, soit on a un gain d'eau plus important que le sodium, dans ces cas, insuffisance cardiaque. Vous savez, ici, j'ai juste tourné, vous allez commencer par là. Voilà, donc je vais juste faire la même chose. Et moi, j'aimerais bien que ces fiches-là, comme ça, dans votre chambre, vous les gardez sur votre bureau. Chaque matin, quand vous vous réveillez, avant de lever la vague, mettez un petit coup d'œil. À force de le voir tous les jours, ça va rester. Donc, pas que vos examens, vous devez le voir. Le traitement étiologique, bien sûr, quand on a cette attaque photomotique, le traitement symptomatique, dépression en eau en sel. Donc, il faut un régime pauvre en sel et surtout un régime limité en eau. D'accord? Quand c'est un patient qui a une hyponatremie avec hyperhydratation extracellulaire, restriction effective. Et pas de sel. Imaginez un patient qui a une 250. Vous avez vu le sel? Non. Mais pour corriger l'hyponatremie, il faut une restriction hydrique parce que quand vous donnez de l'eau plate, ça va aggraver l'hyponatremie. Oui. D'accord? Et puis, si la restriction hydrique ne suffit pas, il faut dépléter les patients au niveau extracellulaire, par des diurétiques. D'accord? Donc, restriction hydrique, plus ou moins diurétique. Ça, c'est quand c'est par hydratation extracellulaire. Donc, il faut corriger les distanciels en eau. Pour le secteur intracellulaire, donc apport en sel, pour amener une qualité salée. D'accord? Isotonique. Là, c'est intéressant. Par contre, le sérum salé hypertonique, là, c'est intéressant. Parce qu'en apportant le sérum salé hypertonique, il y a des avantages. Exactement. Vous allez faire sortir l'eau rapidement, diminuer l'extracellulaire, mais aussi, elle est très intéressante quand il y a cette symptomatologie neurologique. Il faut rire rapidement les symptômes neurologiques liés à l'hyponatremie. Donc, par contre, quand c'est un traitement d'hypertension intracellulaire avec le secteur extracellulaire normal, je vous ai expliqué d'abord pour traiter la cause, mais il faut traiter les symptômes s'il y a autre chose responsable, mais c'est surtout la restriction hydrique. Et parfois, certains médicaments du futur, ce n'est pas important. Il faut comprendre que la restriction hydrique est très importante. Alors, là, c'est important. La vitesse de correction. Tout à l'heure, j'avais parlé de l'UNEMI centropontique. Eh bien, faites attention parce que quand on dépasse les corrections des 10 à 12 mouvements par 24 heures, on va laisser là l'UNEMI centropontique qui est irréversible. Et le gros problème, c'est que le diagnostic est tardif. Le diagnostic est tardif. C'est-à-dire que si vous faites un IRM tout de suite après, vous n'allez rien voir. Mais 15 jours après, vous faites l'IRM, vous allez avoir des images claires des cellules centropontiques. Donc, en corrigeant l'hyponatremie, il faut la corriger très doucement. Parce que si on corrige
remplit un sac d'eau et qu'on veut la vider, il faut la vider doucement, d'accord? Parce que si on la vide rapidement, on risque d'éclater le sac. D'accord? Et c'est des séquelles qui le restent. Donc, voyez bien, c'est une délimisation hautement très ancienne. Et c'est très important. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au bout de quelques jours, le patient va faire une paralysie. Parfois, en général, le syndrome pseudo-bulbaire ou une pseudo-neurologie. Ça peut être très grave. Je vis un cas, même pas 3 semaines, un patient qui avait arrivé pour une climatérie sévère, et le médecin s'y a apprécié à corriger rapidement. Et le lendemain, elle n'est plus. Elle a eu un déficit moteur, c'est 4 mois. Réanimation, dépression. Et en fait, on a fait l'IRM au bout d'une semaine. C'était une question de vie. Donc faites attention. Voilà un peu les images. Voilà les images du nouveau centre sportif. De la mobilité. Maintenant, on a fait un petit peu. On a encore 10 minutes. D'accord? On a 10 minutes. On va finir l'hyperhydratation extracellulaire. D'accord? On a vu la hydratation intracellulaire, on a vu l'extracellulaire, on a vu l'hyperhydratation extracellulaire, il nous reste l'hyperhydratation extracellulaire. C'est clair? Rapidement. C'est une rétention d'eau associée à une rétention de sel au niveau extracellulaire. Donc, soit les causes peuvent être liées à une rétention capillaire exagérée d'eau de sodium, en cas de sensibilité droite, globale, en cas de cirrhose compensée, c'est comme le quand on vous dit, ah oui, les éthèmes, les estrogologies cardiaques, rénales, hépatite, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est lié à quoi? Pourquoi il y a ces éthèmes? C'est lié à ça. C'est lié à une exagérée d'eau et de sel liée à ces pathologies. D'accord? Ou on peut avoir un apport d'eau, et ça sont exagérés aussi, en cas d'insuffisance rénale sévère aiguë ou chronique. Ça, c'est le possible. Diagnostic de l'île, une prise de poids, bien sûr que ça. On va avoir des éléments importants au niveau interstitiel qui sont blancs, mous, indolores, et qui prennent des côtés. Très bien. Bilatéraux, toujours bilatéraux. Attention, si on vous amène un patient à la maison, et les élèves unilatérales, ne partez pas des causes capillaires de fatigue. Attention. Il faut que ça soit bilatéral. Oui. Et surtout symétrique et d'équilibre. Oui. D'accord? Parfois, une confusion du visage. On le voit ici. Et puis, on a parfois une extension du secteur artériel, mais aussi plasmatique. Et donc, on va avoir une hypertension artérielle monodépendante. D'accord? Et on peut avoir un système viscéraux, comme une myopie, en cas d'insuffisance rénale, ou un édème cérébral lié à la rétention de gros eaux. Diagnostic biologique, par contre, ici, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Dilution. Le va baisser. D'accord? Va diminuer. Donc, faites attention à ça. Et on va avoir une hypoprotéinémie, n'est-ce pas? Une hypoalbuminémie. Très bien. Le traitement étiologique, d'accord? Ou un traitement symptomatique. Dépression de grossité, donc repos au lit. Si les signes sont très importants, parce qu'il y a un risque, d'accord? Parce qu'on te dit qu'en fait que l'activité normale, nous avons vécu hyperaldotéronisme, parce qu'en fait, quand on a une rétention de grossité importante, on a une hyperaldo. On a une hyperaldo secondaire, une hyperaldotéronisme secondaire. Et ça peut avoir une grosse veineuse. Donc c'est pour ça qu'il faut rester patient. Un régime restreint en sel, d'accord? Et éviter les éléments les plus riches en sel, les fruits de mer, le fromage, pas de régime céréalier, ni à table, le pain sans sel, un sel de régime de cuisson et un lait désossé. D'accord? C'est très important à voir. Traitement symptomatique, contrôle d'apports électriques, diurétique en monothérapie, et puis il faut parfois ponctionner ces déclenchements quand on verra
ou bien hypoxie gastrique en agressant cette personne. Voilà. Vous avez des questions? 3 minutes, 3 minutes de questions. 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes. Parce que, écoutez, là, on a fini les troubles. L'hydratation. Et les dyssynthémies, d'accord? Sachez que vous n'aurez, vous êtes en séquence de médecine, vous n'aurez plus ce cours après. Donc, un conseil qui se vous donne. Vous êtes des médecins dans 1 an ou 2 ans. Écoutez bien. Si cette partie, durant la pathologie, insuffisance rénale, homéopathique, l'homéopathie, cette partie, si vous ne les maîtrisez pas, moi je vous dis quelque chose, vous serez les vrais médecins. Parce que vous serez les vrais médecins. Des vrais. Parce que pour moi, les milieux intérieurs, un médecin qui ne comprend pas ça, il aura des difficultés après. Aux urgences, en réanimation, en cardiologie, là où je parlais. Donc, je veux que vous maîtrisiez ces troubles de l'hydratation. Est-ce qu'il y a 3 questions? Est-ce qu'il y a 3 questions? 3 questions. Qui veut poser une question? Il y a 2 questions. Oui. Est-ce qu'il a dit? Il pose une question très intéressante. Il dit pourquoi les cellules peuvent parfois entraîner une pseudo-hyponatrémie et parfois une fausse hyponatrémie. Qui peut nous répondre? Oui. On a dit que la glycémie, elle est osmotiquement inactive, n'est-ce pas? Et qu'en cas d'hyperglycémie, elle devient osmotiquement active en développement intra-extracellulaire. Et donc, en cas d'hyperglycémie importante, on aura une sortie d'eau du milieu intra vers le milieu extracellulaire. Donc on va avoir une atrémie. Non, on va avoir une hyperatrémie. On va avoir une hyperosmolarité. On va avoir une atrémie qui est normale. Donc faussement normale. C'est ça la question. La deuxième question. Vu qu'en fait, elle donne une fausse. Si le patient a une atrémie normale et qu'il y a une hyperglycémie, bien, et qu'il y a une hyperglycémie, et qu'il n'y a pas de mouvement d'eau du milieu intra-valvulaire extracellulaire, on peut avoir une fausse hyponatrémie, alors que l'atrémie normale, liée à l'hyperglycémie. On va avoir une hyponatrémie biologique, mais c'est une fausse hyponatrémie, liée à l'hyperglycémie. T'as compris? Hein? Exactement. Moi, ce que je vous conseille, ne vous compliquez pas la vie. Écoutez bien, prenez les choses de manière terre à terre. Ne pichez pas sans comprendre. D'accord? Il faut comprendre d'abord. Ça, c'est le premier truc qui est intéressant, parce que j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer la physiologie. Parce que quand vous comprenez la physiologie, l'état d'hydratation normale, les reste est extrêmement difficile. Après la prise en charge, il faut cesser les côtes. Il faut savoir le faire aussi. Dernière question. Concernant s'il vous plaît, j'entends rien du tout. Je n'ai pas compris. Donnez-moi les micros. Foi. Professeur, est-ce que l'augmentation de la glycémie élimine ou confirme une fausse hyponatrémie? Il faut que l'osmolarité soit augmentée pour éliminer. Il faut qu'elle soit augmentée. Il faut qu'elle soit augmentée. Et puis moi, je vous donne un conseil. Mais corrigez votre formule. Vous avez votre formule. Corrigez. Ah oui, elle va vous donner la vraie natrémie. Ben, si vous avez une hyperglycémie, elle doit vous tiquer. Vous allez dire attention, il ne faut pas qu'elle soit devant une fausse hyponatrémie.
Ou devant une natrémie faussement normale. C'est tout. C'est juste pour poser la question. D'accord? Allez, merci. Professeur, le cours.